Salut tout le monde, bienvenue à Finances fondamentales, le podcast d'éducation financière qui se prend pas au sérieux. Chaque semaine, je te synthétise un livre qui touche de près ou de loin les finances personnelles et l'investissement boursier. Je te résume donc des centaines d'heures de lecture de façon simple avec des exemples concrets et transparents. Si tu souhaites prendre en main ta santé financière, t'es à la bonne place. C'est parti, bon podcast! Salut tout le monde, bienvenue au 83e épisode de Finances fondamentales. Je suis vraiment content d'être avec vous aujourd'hui pour faire la synthèse du livre de David Back écrit en 2016 qui s'intitule The Automatic Millionaire. Je vous rappelle que les informations communiquées dans le podcast sont dans un but strictement éducatif. Ce ne sont pas des conseils financiers. Je t'invite à consulter un professionnel pour des conseils qui sont spécifiques à ta situation parce que je ne peux pas être tenu responsable de tes décisions financières. Donc, le livre The Automatic Millionaire par David Back est décrit comme un manuel pour devenir riche lentement, mais sûrement, qui déborde de nombreux conseils pratiques liés à l'argent. Paraîtrait qu'il aborde plusieurs sujets de manière différente, comme se payer en premier 10% de votre revenu avant impôt. Il parle de paiement automatique, d'astuces professionnelles, d'achat de maison, remboursement de maison. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés dans ce livre-là. Donc, le titre donne déjà un indice, The Automatic Millionaire, donc c'est un guide pratique pour devenir riche et prendre sa retraite tôt. Par contre, contrairement à d'autres livres qui ressemblent à ça, ce livre-là va vendre une philosophie très unique que l'on peut décrire en 7 points, dont les 3 premiers peuvent surprendre au premier coup d'œil. Donc, les 7 points sont 1. Vous n'avez pas besoin de gagner beaucoup d'argent pour être riche. 2. Vous n'avez pas besoin de discipline. 3. Vous n'avez pas besoin d'être votre propre patron. Donc, de quoi on a besoin? Le point 4 dit qu'avant tout, on a besoin d'un système automatique pour ne pas échouer. 5. L'auteur appelle ça le latte factor. Donc, on peut apparemment construire une fortune avec quelques dollars par jour. Pourquoi? Parce que les points 6 et 7 disent que les propriétaires s'enrichissent et les locataires s'appauvrissent. Et l'auteur dit oui, c'est toujours vrai. Et les riches s'enrichissent alors que le reste s'appauvrit parce que les riches se paient en premier. Mais bon, à part ces 7 points-là, maintenant, je vais creuser un peu plus loin dans le livre pour voir les 5 points qui, moi, ont retenu mon attention. Donc, le premier élément de synthèse, on en a déjà parlé souvent, mais c'est majeur, c'est se payer en premier. Et ça, c'est ce que David Back aborde dans le chapitre 1 du livre. Donc, il nomme ça « Rencontre avec le millionnaire automatique ». Donc, pour commencer, le millionnaire automatique, ce n'est pas l'auteur, comme il nous dit dans le premier chapitre. Les véritables millionnaires automatiques sont les cas qu'il utilise dans son livre, soit Jim et Sue McIntyre. Donc, David Back les a rencontrés lorsqu'ils sont venus le consulter pour des conseils financiers et finalement, ça a été l'inverse. Donc, c'est lui qui a le plus appris de Jim et de Sue. Jim et Sue McIntyre étaient dans la cinquantaine lorsqu'ils ont rencontré David Back et ils se préparaient à prendre leur retraite. Donc là, l'auteur se disait quoi? Prendre une retraite à 50 ans? Et le plus étrange dans tout ça, c'est que Jim n'avait jamais gagné plus de 40 000 $ par année. Donc, comment avait-il réussi à amasser 2 millions de dollars sur leur compte bancaire à 52 ans? Entre les deux options, de travailler pour l'argent et de laisser l'argent travailler pour eux, les McIntyre ont choisi la deuxième option, soit de laisser l'argent travailler pour eux. Jim a dit à David, « La plupart des gens pensent que lorsqu'ils reçoivent leur salaire, la première chose à faire est de payer toutes leurs factures et s'il reste quelque chose, ils peuvent économiser quelques dollars. » Donc, en gros, Jim disait qu'il faut payer tout le monde d'abord et se payer ensuite. Pourtant, nos parents nous ont appris que pour vraiment progresser dans le jeu de l'argent, il faut inverser ça. Et ça, c'est Jim qui dit ça, bien sûr. Lui, ce qu'il disait, c'est mettre de côté quelques dollars pour vous-même, puis ensuite, payer toutes vos factures. Donc ça fait un lien avec ce que Robert Kiyosaki disait dans l'épisode 8, Père riche, Père pauvre, de te payer en premier et ensuite, paye tes factures. Donc, au départ, Jim et Sue avaient commencé à mettre de côté seulement 4% de leurs revenus, puis progressivement, ils ont réussi à relever la barre. Et au moment de rencontrer rencontrer David Back, l'auteur, ils économisaient 15%. Donc, vraiment, quand on parle de la théorie des petits pas, c'est vous n'êtes pas obligé demain matin d'économiser 15%, mais il faut commencer quelque part. De plus, parce que Jim et Sue savaient que les propriétaires sont riches et les locataires pauvres, ça c'est ce qui est écrit dans le livre, leur première tâche a été d'acheter une maison et pour construire leur mise de fonds, ils ont renoncé à fumer et automatiquement, ils ont réaffecté l'argent économisé dans leur mise de fonds de la maison. Donc, le mot « automatique » est la clé ici, selon l'auteur,
pour éviter les disputes budgétaires, autant les disputes avec vous-même dans vos postes de dépenses qu'avec votre conjoint ou votre conjointe, et éliminer aussi la discipline de l'équation, ben Jim et Sue McIntyre ont mis en place un système où il y avait des virements automatiques des fonds. On en parle un petit peu plus loin dans le livre. Deuxième élément de synthèse, le latte factor. Donc, c'est dans le chapitre 2, il parle du facteur latte, donc de devenir un millionnaire automatiquement avec seulement quelques dollars par jour. La principale leçon que David Back a tirée des McIntyre, c'est assez simple, c'est que le montant que vous gagnez a presque peu d'incidence sur la possibilité ou non de construire une richesse. Pourquoi? Parce que plus souvent qu'autrement, plus on gagne, plus on dépense. Est-ce qu'il y a une solution pour ça? C'est sûr qu'il y en a une et l'auteur appelle ça le facteur latte. Même si c'est déjà une métaphore reconnue à l'échelle internationale pour expliquer comment on peut gaspiller ce qui devrait être notre fortune en des petites choses au quotidien sans vraiment y penser, l'auteur dit que ça vaut la peine de l'expliquer une fois de plus et c'est ce qu'il fait dans le livre. Il dit de penser ça de cette façon-là. Donc, il donne l'exemple qu'un latte moyen coûte environ 3,50 $, ce qui est bien sûr pas très cher, mais qui, considéré comme un coût quotidien, selon lui, représente environ 1 250 $ par année. Si vous êtes comme les McIntyre, donc que vous fumez, en moyenne, c'est 7 $ par jour, donc 2 500 $ par année. Il dit qu'au cours des 50 dernières années, les prix moyens sur le marché boursier ont augmenté d'environ 10 % par année. Ça, c'est les chiffres de l'auteur. Donc, au lieu d'acheter un latte et un paquet de cigarettes chaque jour, il dit de placer ces 10 $ de côté et de les investir avec un rendement de 10 %, ça représenterait environ 1 million de dollars dans 30 ans. Donc, en d'autres termes, l'auteur dit que vos lattés et vos cigarettes, vos petits achats quotidiens autrement, vous coûtent une petite fortune indescriptible qui gâche votre retraite. Je rapporte ces propos ici, bien sûr. Je pense que dans la vie de tous les jours, il faut se gâter un petit peu, mais il faut juste faire des choix éclairés qui nous permettent de profiter de la vie, mais également d'économiser, d'épargner et d'investir pour notre futur. Dans le chapitre 3, il aborde encore également un petit peu le facteur latte et il appelle ça « apprendre à se payer en premier » en plus des économies du facteur latte. Donc, l'auteur a calculé les chiffres réels et il dit que les mathématiques ne mentent pas. Si vous économisez simplement 14 $ par jour à 20 ans et que vous le faites pendant 35 ans d'affilée avec un taux d'intérêt de 10 %, je trouve pas que c'est un taux de rendement conservateur, mais bon, il dit qu'à 55 ans, donc 35 ans plus tard, vous allez pouvoir prendre votre retraite avec une fortune de 1,6 million de dollars. Comme professeur à l'université, je me suis souvent dit que je devais être au fait de l'actualité pour avoir l'air cultivé, mais j'ai jamais eu la rigueur de lire les nouvelles par manque d'intérêt. Je vais vous avouer, j'étais donc bien content il y a presque 2 ans de découvrir InfoBref. InfoBref, c'est une infolette qui regroupe de façon simple et claire l'essentiel des nouvelles importantes, y compris l'actualité économique et financière, et tout ça en 5 minutes. Je vous invite à faire comme moi en vous inscrivant à l'infolette en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. C'est gratuit. Cependant, selon l'auteur, la principale leçon à tirer ici, c'est que ces 14 $-là sont une priorité. Vous devez les mettre de côté d'abord en économisant sur les petites dépenses et ce qu'il propose, et puis faire tout le reste après. Donc, se payer en premier et réussir à dégager se payer en premier, 15 % idéalement, en économisant sur les petites dépenses. La plupart des gens le font très mal. Ça n'a aucun sens de payer d'abord vos impôts, votre loyer, vos assurances et ensuite de vous payer vous-même. David Back dit d'abord payez-vous et ensuite faites le reste. Donc, ça revient un petit peu à ma position à l'épisode 8 que j'avais nuancé. Je pense que ça peut être intéressant pour les gens qui ont de la misère à épargner parce que ça va les obliger à le faire et ensuite de diminuer leurs dépenses quotidiennes dans des cafés, du linge, etc. Mais pour les gens qui sont déjà serrés sans dépenser beaucoup, mais je trouve que ça peut les mettre dans une situation précaire. Donc, à nuancer selon votre situation à vous. Donc, si comme Jim McIntyre, vous gagnez 40 000 $ par année et que vous mettez de côté 5 000 $, si on considère qu'il reste à peu près 28 000 $ après les impôts, donc un taux d'imposition d'environ 30 %, ça vous laisse 28 000 moins 5 000 $ d'investis, ça vous laisse 22 000 $ répartis sur 12 mois pour survivre le reste de l'année. Par contre, si vous investissez dans un produit comme le REER, ben, ça va permettre d'éviter l'impôt actuel à ce moment-ci, au moment où vous investissez, pour ensuite le retirer plus tard à un taux d'imposition idéalement inférieur à celui que vous avez actuellement.
Donc, l'auteur, en gros, je vous évite les chiffres, là, mais il a fait l'exemple avec le 40 000. Au lieu qu'il vous reste 22 000 dans les poches, si cet argent-là avait été investi dans un produit de type REER, il vous resterait 24 500 dans les poches. Donc, c'est quand même 2 500 de plus que vous avez pour vos dépenses quotidiennes. Sur 35 ans, c'est presque 90 000 de plus que vous aurez profité en utilisant un compte qui est avantageux au niveau fiscal. Je nuance encore un petit peu ici. Selon les situations de chacun, ça peut être encore mieux d'aller dans le CELI. En fait, la plupart des gens que je rencontre qui ont un REER collectif ou un fonds de pension, c'est toujours plus avantageux dans leur situation d'aller dans un CELI. Attention, ce n'est pas un conseil, il y a beaucoup de calculs à faire autour de ça. Ceux qui n'ont pas de REER collectif ou de fonds de pension et qui ont des salaires élevés, là, des fois, le REER devient intéressant. Mais assurez-vous de faire les calculs qui concernent votre contexte à vous pour placer votre argent dans le bon compte avantageux au niveau fiscal. Troisième élément de synthèse, c'est ne vous faites pas confiance. Donc, le chapitre 4 parle d'automatiser absolument tous vos transferts d'argent. L'auteur nous dit au début du chapitre 4 qu'on sait déjà tout ça, de se payer en premier, on l'a déjà entendu, on sait qu'il faut faire attention aux petites dépenses quotidiennes. Et il dit, si on sait déjà tout ça et que ça n'a rien changé jusqu'à présent, pourquoi ça serait différent dans le futur? Donc, il dit que la différence cette fois-ci, c'est que vous allez prendre le contrôle, vous allez rendre le processus automatique. Il dit qu'il n'y a pas moyen de contourner les virements automatiques. Si vous voulez que la stratégie de vous payer en premier soit efficace, le processus doit être automatique. Pourquoi? Parce que les gens, ça inclut la plupart des gens, ne sont pas assez disciplinés pour suivre une routine pendant une longue période de temps. Et les machines, c'est ce qu'ils font. Il n'y a pas d'excuses, pas de questions posées. Si vous demandez à votre Disnat de faire un paiement de facture automatique à votre compte CELI sur votre compte de courtage Disnat, à votre accéder plutôt, de faire le virement sur votre compte Disnat en payant une facture, ben ça va être fait. Peu importe que vous ayez le goût de vous acheter des vêtements ou un café, l'argent va être déposé dans votre compte de courtage. Donc, l'auteur dit qu'on doit avoir un système qui ne dépend pas de notre suivi d'un budget ou de notre discipline. On doit avoir un système où l'argent est directement transféré vers nos comptes d'investissement. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas dépenser cet argent-là. C'est assez simple à comprendre. Si vous voulez vraiment vous tasser tout ça de la tête, ça peut être intéressant à ce moment-là de faire affaire avec un robot conseiller ou un conseiller financier. Donc, une fois que vos virements automatiques sont faits, la partie investissement va se faire tout seul aussi, entre guillemets. Là. La personne responsable de votre dossier va placer l'argent ou le robot conseiller va le faire selon les choix de FNB que vous aurez fait avec lui au départ. Dans le chapitre 5, on parle d'automatiser pour les jours de pluie. Donc, on parle du fonds d'urgence. Il dit que la vie ne fonctionne pas toujours parfaitement, même si vous mettez en place des virements automatiques. En fait, c'est tout le contraire. Donc, les gens vont parfois perdre leur emploi ou faire face à des problèmes de santé ou des problèmes de santé de leurs proches et même à des catastrophes des fois naturelles qui peuvent dévaster un patrimoine durement accumulé. Et comme l'auteur dit, même si on doit espérer le meilleur, on doit toujours être prêt au pire également. Donc, c'est pourquoi un fonds de retraite automatique, c'est juste une partie de l'histoire. Donc, les virements automatiques pour investir, c'est seulement une partie de la solution. L'autre, c'est bien sûr de faire des virements automatiques dans votre fonds d'urgence. Selon les statistiques présentées par l'auteur, l'Américain moyen a moins de 3 mois de dépenses mises de côté pour les urgences. En d'autres termes, il n'y a pas assez d'argent mis de côté pour les imprévus. Loin de là. Un fonds d'urgence, on l'a déjà vu, devrait représenter de 3 à 6 mois, mais l'auteur, lui, dit même de 6 à 18 mois de salaire et non de dépenses pour être réellement considéré comme une sorte de filet financier. Je nuance un petit peu ici, je pense que de 6 à 18 mois, ça peut être intéressant pour les gens qui sont peut-être à la retraite pour éviter de fouiller dans le marché boursier dans les mauvaises années. Par contre, pour monsieur, madame, tout le monde, 3 à 6 mois de dépenses et non de revenus, je pense que ça peut être quand même suffisant. L'auteur dit qu'avec une telle somme de côté, il y a une certaine qualité de vie également qui va être retrouvée pour les personnes qui sont capables de répondre aux différents imprévus qui peuvent survenir. Il dit qu'en effet, c'est sûr que vous allez accepter les heures supplémentaires au détriment de votre famille pour ne pas perdre votre emploi si tu as juste 1, 2 ou 3 mois d'économie de côté ou même encore moins. En avoir 1 an et demi, tu vas pouvoir te permettre de dire non quand tu penses que c'est approprié de dire non parce que même dans les pires cas, vous allez pouvoir trouver un emploi en quelques mois, ce qui signifie qu'il va encore vous rester de l'argent dans votre fonds d'urgence. Donc, quoi faire? Encore une fois, l'auteur dit de mettre automatiquement de côté 5% de votre salaire pour un fonds d'urgence et ne pas dépenser cet argent-là sous aucun prétexte jusqu'à ce que vous en ayez vraiment besoin. Il dit par contre d'investir ce montant-là pour le voir grandir avec le temps également dans des produits plus sécuritaires comme des FNB de compte épargne à intérêt élevé comme Cash.to ou des produits similaires.
Je nuance encore une fois un petit peu, 5%, c'est intéressant quand vous constituez votre fonds d'urgence. Pour moi, quand vous avez atteint le 3 à 6 mois de dépenses, vous pouvez arrêter les virements automatiques et recommencer si un jour vous fouillez dans ce compte-là. Mais d'y aller avec 5% pour 6 à 18 mois de revenus, je trouve que c'est beaucoup, mais il y a peut-être des personnes qui sont plus confortables avec ce genre de coussin-là, puis c'est bien correct. Je suis un peu mêlé, mais je pense qu'on est rendu au 4e élément de synthèse, vivre sans dette. Donc, dans le chapitre 6, l'auteur dit d'accéder à la propriété de façon automatique et sans dette. Il le répète encore ici, les propriétaires sont riches, les locataires sont pauvres, c'est ses termes à lui. Et la partie la plus triste dans tout ça, c'est qu'au cours de leur vie, les locataires vont payer généralement à d'autres propriétaires plus qu'ils auraient payé pour acheter leur propre maison. En d'autres termes, l'auteur dit que louer une maison, ça n'a absolument aucun sens. Prenez la décision d'en acheter une dès que possible. L'auteur dit donc de trouver la maison que vous voulez dans vos moyens et de l'acheter. Ensuite, il dit d'obtenir une hypothèque de 30 ans, donc c'est pas possible, en tout cas au moment d'écrire ces lignes-là, au Canada, à part dans des situations particulières, et d'utiliser un plan de paiement automatique bi-hebdomadaire pour le rembourser, donc de payer votre hypothèque aux 2 semaines, au lieu de le faire une fois par mois. L'auteur dit que de payer votre hypothèque aux 2 semaines, c'est le meilleur conseil financier que vous allez entendre de toute votre vie. Je nuance un petit peu ici. Je pense que le meilleur conseil, c'est de découvrir les FNB indiciels. Il dit qu'au lieu de faire un paiement par mois pour votre prêt hypothécaire, vous allez diviser ce montant-là en 2 et payer la moitié toutes les 2 semaines. Donc, il dit qu'il y a 52 semaines par année, ce qui fait en sorte que vous allez faire des demi-paiements pendant 26 semaines par année, ce qui équivaut à 13 paiements mensuels par année au lieu d'en faire 12. Donc, en d'autres termes, vous allez rembourser votre prêt hypothécaire de 30 ans 3 ans plus tôt. Et il dit que ce n'est pas le seul miracle. L'autre miracle est encore meilleur, donc il nous l'explique. Je vous lis ces mots. Utiliser un plan de paiement mensuel pour rembourser un prêt hypothécaire de 250 000 $ sur 30 ans avec un taux d'intérêt de 5 % va vous coûter au total 233 000 environ en frais d'intérêt sur la durée du prêt. Sur une base bi-hebdomadaire, donc si vous payez aux 2 semaines, le même prêt hypothécaire ne vous coûtera qu'un total de 188 722 $ en intérêt, donc environ 50 000 $ de moins. En fait, l'auteur est plus précis, il dit que c'est 44 000 $ de moins sur votre hypothèque en 30 ans si vous payez aux 2 semaines. Je me permets de me positionner ici aussi parce qu'on a vu qu'il faut faire les calculs. Donc, si vous investissez la différence entre logement et maison et même entre paiement bi-hebdomadaire ou mensuel, je ne suis pas sûr que le locataire ou celui qui paye à chaque mois est perdant s'il investit cette différence-là. Les statistiques montrent cependant qu'il y a très peu de gens qui ont la discipline pour faire ça, soit d'investir la différence. Donc, je comprends quand même un peu les propos de l'auteur. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, bit to get 30, bit to get 20, 20, 20, bit to get 20, 20, bit to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone 4 and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try 3 new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. At Evernorth Health Services, we believe costs shouldn't get in the way of life-changing care, and we're doing everything in our power to make it possible. Behavioral health solutions that also keep your projections at their best? It's possible. Pharmacy benefits that benefit your bottom line? It's possible. Complex specialty care that cares about your ROI? It's possible. Because we're already doing it. All while saving businesses billions. That's Wonder made possible. Learn more at evernorth.com/wonder. Dans le même ordre d'idée, dans le chapitre 7, l'auteur dit de vivre sans dette automatiquement. Donc, vous voyez que c'est le fil conducteur du livre, là, automatiser nos décisions financières. Donc, il rappelle, en fait, il dit que c'est inutile de nous dire à nous que la dette n'est pas compatible avec le statut de personne libre financièrement, encore moins de millionnaire. Comme on l'a appris dans le livre de Millionaire Next Door, les riches agissent généralement pas de manière ostentatoire, c'est-à-dire qu'ils n'accumulent pas de dette pour acheter, par exemple, une nouvelle voiture.
Donc, l'auteur dit que si on veut être une personne aisée, libre financièrement, l'une des premières choses à faire, c'est de se débarrasser de nos dettes. Et comme pour tout le reste, on doit le faire automatiquement. Donc, il nous explique le processus en plusieurs étapes. Première étape, c'est d'arrêter d'utiliser votre carte de crédit. Peu importe ce qu'on vous dit, les points accumulés, les cartes ne sont pas là pour vous enrichir ou vous permettre de mener une belle vie, sont là pour rapporter plus d'argent aux banques qui ont émis ces cartes-là. Deuxième étape, renégocier vos taux d'intérêt. Il dit que c'est particulièrement important parce que les taux d'intérêt des cartes de crédit sont généralement très élevés, des fois aussi élevés que 18, 20 et 22%. Ça signifie qu'en réalité, si vous payez juste les paiements mensuels minimum sur votre carte, vous allez probablement payer en intérêt autant que le montant que vous avez dépensé au départ. Donc, l'auteur dit qu'en menaçant, là, je mets le terme en guillemets, là, je ne sais pas pourquoi il utilise ce terme-là, mais en menaçant votre fournisseur de carte de crédit en disant que vous n'êtes pas satisfait de leur service et que vous voulez changer de carte, il dit que vous pouvez obtenir un taux d'intérêt beaucoup plus bas pour votre dette. À vérifier, j'ai jamais essayé ça. Troisième étape, consolidez votre dette et si ce n'est pas possible, commencez à rembourser vos comptes de carte de crédit en premier. David Bach suggère la même stratégie que Dave Ramsey, soit la méthode boule de neige de payer la plus petite dette en premier et de terminer avec la plus grosse dette en dernier pour favoriser votre engagement, votre motivation. Une fois que vous avez remboursé toutes vos cartes de crédit, il dit de toutes les annuler, vous n'êtes pas capable encore de gérer ce type de produit-là. Quatrième étape, se payer en premier. Il dit que la quatrième étape, c'est simple, c'est consacrer la moitié de l'argent que vous vous payez en premier pour rembourser vos dettes. Donc, si par exemple, tantôt, on disait qu'il y avait 5 000 qui étaient investis par année sur le salaire de 40 000, bien, si vous êtes endetté, il y a la moitié qui doit aller vers les dettes et l'autre moitié, vous l'investissez quand même. Donc, ça revient à ce que je dis de temps en temps, là, de prioriser, d'envoyer l'argent là où ça paie le plus. Donc, si vous avez des dettes de carte de crédit, moi, je mettrais 100% du montant sur les cartes de crédit et je n'investirais pas pendant ce temps-là. Donc, lui, il dit moitié, moi, je dis au complet. Et lorsque vous tombez avec des dettes plus raisonnables, autour de 7% ou moins, bien là, vous pouvez commencer à faire moitié-moitié, selon moi, bien sûr. Et cinquième étape, pour se libérer des dettes, il dit de rendre le tout automatique, donc d'automatiser votre processus avec votre société de carte de crédit et de débiter cette somme de votre compte courant chaque mois. Donc, si la moitié de 5 000, vous voulez la mettre sur vos dettes, il dit de faire en sorte que vous automatisez que le 2500 soit débité directement dans votre compte par la société de carte de crédit à chaque mois. Cinquième élément de synthèse, c'est faites une différence. Dans le chapitre 8, l'auteur dit d'être généreux automatiquement, encore une fois. Il utilise les paroles de Winston Churchill qui a dit un jour « Nous gagnons notre vie parce que nous gagnons, nous faisons une vie parce que nous donnons ». Donc, devenir un millionnaire automatique, selon l'auteur, ça ne concerne pas juste l'accumulation de richesses, ça concerne également le soulagement du stress et des inquiétudes concernant votre avenir, de se mettre dans une position finalement qui vous permet de profiter de la vie maintenant et aussi plus tard. Et il dit qu'un bon moyen de donner plus de sens à votre vie actuelle, c'est de devenir un donateur. Il pense qu'une partie du chemin pour devenir une personne aisée, riche, consiste à décider de donner une partie de son argent à des œuvres caritatives de façon automatique. Pourquoi? L'auteur énumère 4 raisons. 1. Parce que ça va vous faire sentir comme un millionnaire tout de suite. C'est pas comme si les personnes pauvres vous donnaient de l'argent à des œuvres de charité. Ça, c'est les propos de l'auteur. Deuxièmement, vous n'allez même pas le remarquer ou presque pas si vous commencez par 1% de votre salaire. C'est pratiquement pas plus de 30$ par mois si vous gagnez 3 000 $ par mois, bien sûr. Troisièmement, il dit que les dons de bienfaisance sont déductibles d'impôts, ce qui signifie que c'est même pas 30$ finalement, c'est peut-être plus quelque chose comme 15, 20$. Et enfin, surtout, donner de l'argent va vous faire sentir beaucoup mieux. Il dit que ça va vous donner de l'énergie et de la joie nécessaire pour vivre une vie meilleure au quotidien. Et il pose la question, finalement, c'est-tu pas ça que l'argent est supposé faire, justement, nous permettre de vivre une meilleure vie au quotidien? Ma position, je suis d'accord avec ce point de vue-là, puis c'est vraiment quelque chose que je travaille, comme j'ai dit tantôt, là, on commence à donner du temps ici à Moisson Estrie, moi et mes filles, mais j'essaie vraiment de les sensibiliser là, à prendre un pourcentage de leurs cadeaux pour acheter de la nourriture aux familles dans le besoin ou donner à des œuvres de charité à Noël. Donc, ce qu'on va faire cette année, ce qu'on va dire à nos filles, on avait un budget X pour vos cadeaux cette année. Ce qu'on vous suggère, c'est de prendre, mettons, un 20% de ce montant-là et vous allez le donner à l'œuvre de charité de votre choix. Donc, de prendre une partie de leur cadeau de Noël
pour donner aux œuvres de charité. Bon, il y a une petite stratégie parentale ici, là, pour ne pas se sentir trop coupable. On va peut-être augmenter le budget prévu, donc elles n'y verront que du feu, mais au moins ça va les habituer, elles, à apprendre à donner aux personnes dans le besoin. Et je me suis engagé à faire la même chose avec ma paye de Noël, donc ma dernière paye de salarié avant Noël. Si mes filles décident de donner 20% de la valeur de leur cadeau à des œuvres de charité, je vais donner 20% de ma paye. Si elles donnent 100% de la valeur de leur cadeau à des œuvres de charité, je vais donner 100% de ma paye aux mêmes œuvres. Donc oui, les bottines commencent à suivre les babines en 2024. Donc je vais essayer d'améliorer ce côté-là de ma personnalité qui est assez avare, là, d'essayer de remplir mon CELI avant de commencer à donner, mais je pense que je peux commencer à faire les deux en même temps. Donc, en conclusion, The Automatic Millionaire s'adresse à toutes les personnes qui, selon moi, pensent ne pas gagner suffisamment d'argent pour prendre leur retraite à un âge plus jeune ou pour atteindre la liberté financière, mais également à toute personne qui pense que la seule façon d'économiser de l'argent, c'est de ne pas acheter de maison avant d'en avoir les moyens. C'est le livre parfait pour les jeunes, donc si vous avez 20 ans, The Automatic Millionaire peut vous apprendre comment prendre votre retraite en tant que millionnaire avec une maison à 55 ans. Je suis chanceux, j'ai trouvé ce livre-là encore une fois avec aucune idée à la bibliothèque. Si au début du podcast, je disais que j'avais chaud parce que mes filles ne tenaient pas en place pendant que j'essayais de trouver des livres à la bibliothèque, bien là, elles sont rendues plus grandes. Elles s'assoient bien chill en bas d'un coussin pour le coin enfant. Elles regardent leurs livres tranquillement, puis moi, je peux consulter bien calmement des top 10 sur Google en attendant. Donc, ce livre-là, ça a vraiment été une belle découverte. Je ne le connaissais pas. Je l'ai découvert avec différents top 10 à la bibliothèque. Ça aborde un élément majeur pour moi, beaucoup plus en profondeur, soit l'automatisation des décisions financières. Et ça l'aborde dans un ton avec un fil conducteur également qui est très engageant pour le lecteur et avec des exemples concrets, notamment avec la situation de Jim et Sue McIntyre. Donc, c'est assurément un livre que je suggère pour creuser davantage l'aspect d'automatisation. Et c'est vraiment un défi que je vais partager lors du prochain bilan ou de l'autre d'après. Ça dépend si j'ai du temps. Mais moi, je vais devoir automatiser mes investissements, non pas pour investir, mais pour ne plus vivre de remords, de regrets quand je dépense l'argent que j'ai en surplus au lieu d'aller l'investir dans mon CELI. Donc, qu'est-ce que je retiens de ce livre-là? On peut devenir millionnaire, peu importe notre salaire, mais pour ça, il faut se payer en premier et automatiser notre système financier pour éviter de faire dérailler le plan à tout moment avec nos émotions personnelles. La semaine prochaine, je fais la synthèse du livre de Dale Carnegie, écrit en 2011, « Comment se faire des amis et influencer les autres ». C'est un livre qui ne parle pas de finances directement, mais un peu comme Atomic Habits à l'épisode 31. C'est vraiment un livre qui peut influencer votre façon de voir vos relations et indirectement influencer vos finances. Ce jeudi, je vous présente les positions 7 à 9 dans mes analyses de mars 2024, soit Meta, META, Medifast, MED et Copart, CPRT. L'épisode tire à sa fin, j'espère que tu l'as apprécié et merci d'avoir passé un peu de temps avec moi aujourd'hui. Si tu apprécies le podcast, il y a 3 choses gratis que tu peux faire pour m'aider. 1. Partager le podcast sur tes réseaux sociaux. 2. T'abonner, suivre ou donner quelques étoiles au podcast selon la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Et 3. Me suivre sur la page Facebook du podcast. Si tu veux me soutenir davantage, tu peux t'abonner pour $3,99 par mois au podcast et ainsi avoir accès à un épisode spécial supplémentaire chaque mois, en plus d'avoir accès à mon outil d'analyse. Toutes les informations pour me soutenir sont quelque part dans la description de l'épisode. Sinon, oublie pas que je suis pas un expert, prends jamais ce que je dis pour du cash, fais toujours tes propres recherches. Sur ce, merci encore pour ton écoute et on se voit dans le prochain épisode de Finances fondamentales.